Alors tout d'abord, bonjour à tous. Donc, nous allons vous parler de l'approche scientifique du SEO. Donc, pour vous parler de cela, il y aura moi-même et Alalé. Nous allons commencer d'abord par nous présenter brièvement. Donc, moi, je suis Félix Roche. J'ai rejoint Neper en tant que CTO. Donc, j'ai été passionné assez jeune par le logiciel et le développement informatique. Et donc, c'est assez naturellement que je me suis tourné vers une formation d'ingénieur sur ces sujets-là. À la suite de cette formation, j'ai pu commencer par un premier poste de développeur logiciel. Puis, les années passant et en accumulant l'expérience, j'ai pu évoluer vers un poste de directeur technique. Et donc, du coup, j'ai rejoint donc récemment Neper en tant que CTO pour piloter le développement d'outils pour le digital marketing, outils qui utiliseront bien sûr les fruits des travaux de recherche qui seront menés par LLA. Bonjour à tous, je m'appelle Alalé Kamari. Donc, pour tout ce qui est mon parcours, j'ai fait les études en statistique, puis j'ai fait mes masters en statistique mathématiques et probabilité. Et j'ai fait aussi un master en mathématiques appliquées dans le domaine de vivant. Ensuite, j'ai fait mon doctorat, un projet de thèse qui m'a permis d'approfondir mes connaissances en apprentissage machine, donc machine learning en anglais. Et donc, m'a donné envie d'intégrer Neper en tant que la responsable de recherche et développement, où dans notre équipe, on va faire la recherche fondamentale dans le domaine de traitement automatique de langage naturel ou Natural Language Processing en anglais. Donc, le sujet dont on va parler avec mon collègue Félix, avec vous aujourd'hui, c'est et si on abordait le SEO avec une approche scientifique. Donc, vous connaissez tous SEO, mais est-ce que vous pensez que tout ce qui est fait, toutes les techniques qui ont été utilisées en SEO, est-ce qu'ils sont vérifiés scientifiquement? Est-ce que tout le monde qui connaît SEO et qui les utilise, est-ce que ils connaissent la science qui est cachée derrière SEO ou pas? En fait, c'est dommage d'utiliser les techniques de SEO et de ne pas savoir ce qui est scientifiquement caché derrière et de ne pas connaître du tout ce qui est scientifiquement, sur quoi il est basé scientifiquement en fait. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de vous donner une petite introduction. Je vais vous donner une petite introduction. Euh, Là, je vais parler de la science qui est cachée, donc Information Retrieval. C'est la science qui est cachée derrière les moteurs de recherche et donc SEO. Et après, dans un deuxième temps, il y aura mon collègue Félix qui va vous présenter quelques exemples où on a vu les débats pour savoir si c'était vrai ou faux. Alors que si on connaissait déjà la science qui était cachée derrière, la réponse pourrait être beaucoup plus immédiate et on peut savoir beaucoup plus rapidement si c'est vrai ou pas. Donc, je vais commencer par le plus simple. Vous connaissez tous les moteurs de recherche. On sait que l'une des activités quotidiennes des gens et l'une des utilisations les plus populaires de l'ordinateur, c'est la recherche d'informations sur web. Donc, en fait, les gens, nous tous, on interagit avec les moteurs de recherche pour exprimer nos besoins d'informations. Pourquoi interagissent? Pourquoi pas simplement dire écrire? En fait, parce que ce qu'on demande et que ce qu'on pense de demander, c'est différent de ce qu'on écrit dans un moteur de recherche parfois. Ce n'est pas toujours correctement exprimé ou parfois ce n'est pas complètement exprimé. Ensuite, les moteurs de recherche cherchent et renvoient la bonne information dont l'utilisateur a besoin. C'est-à-dire que la bonne information par rapport à ce qu'on avait demandé. Est-ce que c'est la bonne? Voilà. Donc, mais par contre, comment les moteurs de recherche ils font ça? Comment c'est possible qu'un robot il fait ça? Et parfois, c'est la plupart du temps, il est correct, il est la bonne information qu'on avait demandé. Donc, pour être plus précise, lorsqu'un utilisateur soumet son besoin d'information sous forme d'une requête dans un moteur de recherche comme Google, par exemple, le moteur de recherche utilise les algorithmes qui permettent de comparer le texte de la requête qui était soumis par un utilisateur avec le texte des documents d'une collection dans une collection de données et de décider si un document contient les informations recherchées ou pas. Mais
tout ça, les algorithmes et tout ça, c'est basé sur quoi en fait? Comment c'est possible qu'il y ait les algorithmes derrière? Qui a écrit ces algorithmes et tout ça? C'est la question qu'on se pose maintenant. Donc en fait, on sait que depuis des années, par exemple dans les librairies, si on demande un livre ou information sur quelque chose, si on demande à la libraire quelque chose comme ça, il va chercher dans la bibliothèque, il va trouver un document qui correspond à notre besoin et il va amener la bonne document qui nous corresponde. Mais pour faire ça, pour qu'un machine soit capable de faire ça, il nous faut les algorithmes. Il faut qu'il y ait les instruments écrits par nous, les êtres humains, qui sommes intelligents, pour qu'ils fassent la même chose que nous. Donc, en fait, la science qui a étudié et qui a permis de comprendre et modéliser la façon dont les gens comparent le texte et concevoir des algorithmes pour effectuer cette comparaison avec précision, ça s'appelle Information Retrieval ou recherche d'informations en français. Donc, si je vous donne une définition plus propre qu'on peut trouver dans le livre de Information Retrieval ou IR, je vais dire ça pour être plus court. Donc, c'est en fait un domaine d'études universitaires qui implique de trouver du matériel de nature non structurée, parce que c'est les textes, ce n'est pas les chiffres, qui répondent à un besoin d'information au sein de grandes collections qui est stockée sur des ordinateurs, généralement. Et en fait, les moteurs de recherche, c'est l'application pratique des techniques de IR aux collections de textes à grande échelle. Quand on parle d'études universitaires, il y a forcément la recherche qui suit. Donc, c'est quoi la recherche en IR? Il contient le développement de modèles mathématiques, de texte et de langage. Donc, c'est ici que je parle de Natural Language Processing. Expérience à grande échelle avec des collections d'essais ou des utilisateurs. Et forcément, il y aura aussi les publications scientifiques qui va être effectuées par les chercheurs ou les professeurs dans les universités. C'est pour ça qu'on dit que c'est réalisé par des universités, c'est besoin d'être réalisé par des personnes qui travaillent dans les unités de recherche et les chercheurs comme moi. Et j'aimerais bien aussi de repréciser que le principal produit de la recherche en Information Retrieval est les moteurs de recherche que vous utilisez tous et vous connaissez tous. Pour confirmer ce que je viens de dire, je peux par exemple vous donner l'exemple de Google. C'est une moteur de recherche que vous connaissez tous, vous utilisez tous les jours presque. Et en fait, ça a commencé par un projet de recherche de Page et Brian pendant leurs études de doctorat à l'Université de Stanford en Californie en 1996. Et l'article qui explique ce moteur de recherche est publié en 1998, donc 2 ans après, où on peut trouver tous les détails sur les algorithmes de moteur de recherche Google. Ensuite, il y a aussi les universités, les revues scientifiques, unités de recherche et aussi les conférences scientifiques qui sont concentrées sur les information retrieval ou la recherche dans ce domaine-là. Comme vous pouvez voir quelques exemples ici, par exemple, l'Université de Sorbonne, etc. Donc, quand on parle de la recherche et de la science, il y a toujours les problèmes à étudier. Là, ici, je vais vous donner les 3 principaux problèmes liés à l'information retrieval. La première, c'est la pertinence. Donc, en fait, c'est de savoir, c'est le fait qu'un document contient les informations qu'une personne recherchait. Est-ce que le document, il contient les informations que la personne voulait, en fait? Ensuite, deuxième, c'est évaluation. On peut aussi savoir, on aimerait savoir dans quelle mesure un document correspond-il aux attentes d'une personne, combien il correspond. Et finalement, besoin d'informations des utilisateurs, c'est ce que je viens de dire il y a un instant. Parfois, les utilisateurs, ils pensent à quelque chose, ils demandent une information, mais ils ne l'expriment pas correctement. Et c'est la troisième problématique liée à IR. Ces problèmes ont été étudiés, ils ont été traités par les scientifiques et il y a les réponses pour chaque problème. Donc, pour adresser le problème pertinence, il nous faut un classement efficace et ça peut être effectué en construisant des modèles de IR et de tester leur qualité pour savoir est-ce qu'ils marchent bien ou pas.
Ensuite, pour adresser le problème évaluation, il faut tester et mesurer. Donc, il y a les mesures comme précision et rappel. On peut les calculer, mais il nous faut un compromis entre les deux pour pouvoir évaluer efficacement. Ensuite, pour besoin d'information de l'utilisateur, pour adresser ça, il y a les techniques pour aider les gens à exprimer leurs besoins d'information, comme suggestion de requête ou extension de la requête, et aussi en anglais, relevance feedback. Donc, jusqu'à maintenant, je vous ai expliqué ce qui était derrière les moteurs de recherche, c'est quoi sa définition, c'est quoi ses problématiques et comment ils ont été adressés. Là, j'aimerais bien aussi vous parler des scores des documents, les mesures qui ont été intégrées dans les algorithmes derrière les moteurs de recherche, que vous connaissez peut-être tous, et qui permet d'avoir un classement efficace. Ils ne sont pas directement impliqués, mais ils jouent. Donc, la première qui ne dépend pas de la requête, il est complètement indépendant, c'est le PageRank. Donc, pour calculer le PageRank, l'idée est de trouver le site web le plus populaire que quelqu'un recherche. Donc, j'ai amené juste un petit exemple ici. Donc, pour une site qui contient 3 sites web comme A, B et C, si on lance l'algorithme pour calculer les PageRank et qu'on regarde les valeurs à la fin, on voit que le PageRank de A et C sont égaux, ils sont plus grands que B. Et si on regarde juste un petit peu plus en détail les sites web qui sont donnés, on voit bien qu'il y a les liens A et C sont plus, soi-disant, plus populaires parce qu'il y a plus de liens qui rentrent et sortent, ils sont égaux. Ensuite, pour les scores qui sont dépendants de la requête, qui peut être dépendant de la requête, je peux amener l'exemple de score qui est basé sur term frequency en anglais. Donc, c'est le nombre d'occurrences de termes dans un document. Comme vous pouvez voir, il y a une formule mathématique. On peut calculer un score qui donne un score de similarité entre le document et la requête. Ensuite, on a aussi le modèle d'espace vectoriel pour le scoring. On peut aussi imaginer la dictionnaire. Donc, on a une collection de documents. Pour cette collection de documents, on a un dictionnaire qui contient tous les mots qui sont dans les documents. Donc, si on imagine que tous les mots, ils peuvent être présentés comme un espace vectoriel, dans ce cas, les vecteurs sont les documents. En fait, l'idée est de présenter chaque mot comme un accès dans notre espace vectoriel. Donc, dans cet exemple que j'ai amené ici, dans le dictionnaire, si on n'a que 2 mots, donc on va avoir 2 accès mathématiquement. Et donc, si on a 3 documents, comme vous pouvez voir ici, des 1, des 2 et des 3, on peut avoir, par exemple, les vecteurs avec 2 coordonnées. Les coordonnées, ça peut être choisi différemment. Ici, j'ai amené l'exemple où on a les coordonnées qui est le term frequency pour chaque document. Donc, le premier terme, combien il était vu dans le premier document, combien la deuxième était vue dans le document numéro 1, etc. Donc, il y a les chiffres au lieu des mots. Et ça va être pareil pour la requête, on aura un vecteur aussi. Finalement, le score entre 2 documents et aussi un document à requête, ça peut être le cosinus de anglais entre les 2 documents, comme on peut voir ici, le θ qui est l'anglais entre les 2 documents. Donc, tout ce que je viens de dire, comment on peut les trouver? Comment on peut trouver ces informations? Est-ce que c'est difficile de trouver? Est-ce que vraiment Google communique ces informations avec nous ou est-ce qu'il est nécessaire d'interroger à chaque fois les membres de Google pour obtenir ces informations ou pas? La réponse est non. En fait, comme je viens de dire un instant, il y avait déjà la publication scientifique de moteur de recherche Google qui était publiée en 1998 où on peut trouver les détails sur Google en fait. Et sinon, pour les sujets plus avancés et plus récents, est-ce qu'il y a un moyen de trouver les informations? Ça aussi, la réponse est oui. Et c'est facile aussi. Donc, on peut par exemple taper ce qu'on a besoin sur Google Scholar. On peut trouver les articles qui sont scientifiquement publiés. Il explique bien tout ce qu'on recherche et tout ce qu'on a besoin. Il y a aussi, je pense, ResearchGate
Ou on peut aussi demander les travaux en cours, ils ne sont pas encore finis, mais on peut demander à l'auteur de nous communiquer tout ce qu'il avait trouvé jusqu'à maintenant et il accepte de nous communiquer tout ce qu'il est en train de faire aussi. Donc, pour ma part, c'est tout et je vais laisser mon collègue Félix continuer la présentation. Merci. Alors, merci à Lalé pour ces explications qui nous permettent de comprendre que la connaissance de ce domaine scientifique, l'information retrieval, apporte beaucoup d'informations, d'explications sur comment fonctionnent les moteurs de recherche. On voit également qu'en étudiant les publications plus récentes de ce domaine, on peut commencer à apercevoir les évolutions, les potentielles évolutions futures de ces moteurs de recherche. On comprend aussi qu'il est possible, du coup, par démonstration logique, scientifique, de démontrer que certaines réponses, certains conseils SEO sont effectivement valides. On peut également s'appuyer sur ces connaissances pour éclairer sur des points qui font débat. Et également, on peut parfois, de façon logique, déconstruire certaines fausses vérités qu'on peut trouver dans le monde SEO. Pour illustrer tout ça, donc on va poursuivre par quelques exemples. Donc on va commencer par un sujet qui a été récemment posé lors d'une interview de John Mueller de Google, où le sujet était est-ce que Google utilise le texte autour d'une encre de lien? Est-ce que c'est possible? Est-ce que Google l'utilise? Donc ça a été posé récemment et ça a été confirmé donc, par Google. Pourtant, si on reprend la publication de Page et Brin qu'Alalé évoquait tout à l'heure, publiée en 98, dans ce document, on se rend compte que ce point est déjà abordé. Ça fait pourtant plus de 20 ans et on se pose la question qu'en 2020. Pourtant, il était possible, en étudiant ce papier ou en étudiant l'information retrieval et les manuels qui en discutent, qui l'enseignent, de constater que cette technique était déjà connue bien avant. Un deuxième exemple, deuxième sujet, autour du bounce back et du dwell time. Alors, le bounce back, c'est quand on va faire une requête sur un moteur de recherche et ouvrir un lien, peut-être le consulter, puis revenir sur la page de recherche, ouvrir d'autres liens de résultats. Le dwell time, ça va être le temps passé sur une potentielle page de résultats. Effectivement, si on comprend que si on se balade entre les différentes pages, et qu'on revient sur la page de résultats de Google, le moteur de recherche peut mesurer ou estimer le temps, en tout cas, que l'internaute a passé sur une page de résultats qu'il a ouverte. On entend souvent que ces informations, ces mesures que les moteurs de recherche peuvent faire, influencent le classement dans les réponses de Google. Pourtant, si on regarde un petit peu plus logiquement ce que ces éléments apportent, eh bien, Google est effectivement capable de les mesurer, hein. Ça va être assez simple pour lui de vous rendre compte que vous avez cliqué sur un lien. Puis, si vous revenez plus tard sur la même page de résultats, que vous cliquez sur un autre lien, et donc combien de temps vous avez passé sur le premier lien, combien de liens vous avez ouverts, est-ce que vous vous baladez entre les résultats, il va pouvoir effectivement le mesurer. Mais qu'est-ce que ça apporte quant à la pertinence des résultats? Là aussi, on comprend bien que c'est une information qui n'est pas forcément valable pour estimer la pertinence, puisque si je veux avoir une recherche sur un produit que je vais acheter, je vais peut-être consulter la première page du premier site marchand qui me sera proposé, puis bien naturellement, en consommateur éclairé, je vais vouloir différencier les différentes propositions de prix que j'ai, donc je vais revenir sur la page de résultats, en ouvrir d'autres. Pour autant, ça ne veut pas dire que le premier n'était pas bon. Donc, ces informations-là ne sont pas pertinentes, si je peux me permettre l'expression, quant à la pertinence justement des réponses qui sont apportées. Par contre, Google, effectivement, peut les utiliser pour se dire, est-ce que j'ai apporté une réponse efficace ou quelle information cela m'apporte. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle dans le domaine de l'information retrieval, c'est le relevance feedback. Elle allait vous en parler tout à l'heure. Donc, ça consiste à prendre en compte le retour de l'utilisateur pour reformuler, par exemple, la question posée. Un autre sujet qui est le PageRank.
Donc, effectivement, au début de Google, c'était un élément très important dans les classements des résultats que Google pouvait donner pour une requête. Mais là aussi, Lélie vous l'expliquait tout à l'heure, ça mesure la notoriété d'un site, sa popularité. Donc, c'est quelque chose qui n'apporte finalement rien sur la pertinence par rapport à une question posée. Ça, pareil, dans le domaine d'information retrieval, on le comprend bien, on l'explique bien, on le démontre bien. En étudiant sur ce domaine, on voit que depuis beaucoup d'années, il y a eu d'autres choses qui ont été apportées et qui font que l'importance du PageRank est fortement diminuée, puisqu'il y a d'autres éléments qui sont plus intéressants pour mesurer la pertinence et le bon résultat à apporter à un internaute. Enfin, un dernier exemple sur la longueur du contenu d'une page. Donc, on entend souvent qu'une page doit avoir un contenu important et qu'il peut être bon d'augmenter le contenu d'une page pour améliorer son classement par rapport à une requête donnée. Là, pareil, Lalé vous parlait tout à l'heure de term frequency, donc la fréquence des termes dans un document. C'est quelque chose c'est une mesure qui permet d'indiquer la pertinence d'un document par rapport à une requête donnée. Et là, on va comprendre aisément également que si on augmente fortement la longueur d'un contenu, quel risque prend-on? On prend le risque de diluer finalement l'importance d'un mot dans ce document. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va diminuer la pertinence de ce document par rapport à une requête donnée. Et quel va être le résultat sur une requête sur un moteur de recherche Google ou autre? On risque de perdre des places dans le classement, donc on va obtenir l'effet contraire de celui qu'on recherchait. Par contre, une chose qui reste vraie, c'est que effectivement, si on va augmenter le contenu d'une page donnée, on va augmenter le lexique de cette page et donc potentiellement pouvoir matcher plus de mots-clés et donc peut-être être classé sur un plus grand nombre de requêtes. Mais voilà, le domaine de l'information retrieval nous explique bien, nous démontre bien que cette technique-là n'augmente pas la pertinence d'une page par rapport à une requête donnée. Voilà, j'ai terminé pour les exemples que je voulais vous évoquer pour illustrer un peu plus simplement les explications d'Alalé. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vais laisser Philippe conclure. Oui, je vous invite évidemment là aussi à poser des questions ou nous faire des retours sur vos étonnements, etc. Et puis, je vais en rajouter une couche par rapport à ce qu'a dit Félix. Déjà sur le dwell time. Donc, c'est clair qu'on lit parfois dans les sites qui sont consacrés au SEO que le taux de rebond est important pour le SEO. Bon, donc déjà, ça, c'est clairement idiot, puisque le taux de rebond, c'est quelque chose que Google ne sait pas mesurer sur votre site. C'est un indicateur qui n'est mesurable que sur le Web Analytics de votre site, et Google n'a pas accès à cette information, c'est-à-dire le taux de visite à une page. La seule chose qu'il voit, c'est le fait que des gens rentrent sur leur page de résultats d'un côté, cliquent sur un résultat, vont éventuellement visiter un autre site et reviennent dans la même session. C'est ce que Félix vous a expliqué. Et là-dessus, ce qui est très très impressionnant, c'est de voir à quel point, en fonction de la question qui est posée aux gens de Google, ils vont donner des réponses différentes. C'est-à-dire que si on demande à des gens de Google, est-ce que le fait de mesurer le dwell time sur la page de résultats de Google, est-ce que le pogo sticking, c'est le terme consacré, c'est-à-dire la mesure de ces phénomènes où les gens alternent entre la page du résultat et des pages qu'ils consultent, ils reviennent rapidement, ils vont consulter une autre page, est-ce que l'analyse de ce phénomène est quelque chose qui est pris en compte par Google? Et présenté comme ça, c'est ambigu, et vous avez des gens chez Google qui répondent bah oui. Et sauf que quand vous écoutez les porte-paroles de Google qui essayent de parler plus à des webmasters qui comprennent rien à justement l'information retrieval, ils leur disent ah bah non, on n'a jamais pris en compte dans l'algorithme de classement ces critères-là, ces indicateurs-là. Et les deux ont raison, parce que ça dépend comment est-ce qu'on pose la question. Et la question qui est posée en premier, là, sur est-ce que c'est utilisé quelque part chez Google, la réponse est oui. Et c'est ce qu'on apprend en information retrieval,
C'est-à-dire que c'est toujours intéressant de mesurer différents indicateurs pour arriver à comprendre comment les gens se comportent sur la page de résultats et pour savoir si l'algorithme tel qu'on l'a paramétré, l'algorithme tel qu'on l'a conçu, est-ce qu'il est efficace ou pas. Donc là, c'est évidemment quelque chose d'intéressant à noter. Et le simple fait de savoir comment les moteurs de recherche sont fabriqués, sur quels principes et comment est-ce qu'on fait habituellement pour améliorer un moteur de recherche, eh bien, ça permet de deviner en fait pourquoi est-ce qu'on obtient des réponses différentes sur des questions qui ont l'air similaires. Voilà, il y a différentes façons de travailler donc à différentes étapes sur un algorithme de moteur de recherche. Il y a des phases dans lesquelles on s'intéresse donc à l'algorithme dans son ensemble. Il y a des fois où on s'intéresse juste à améliorer des scores qui permettent d'améliorer les classements. Et donc là, c'est deux choses différentes. Voilà, même chose sur le PageRank. Donc d'habitude, lorsqu'on interroge des annonceurs, beaucoup de propriétaires de sites pensent que en fait, les pages sont ordonnées par ordre donc de PageRank. Ben, pas du tout. Le PageRank est juste un indicateur qui permet d'améliorer la pertinence de la page de résultats. C'est un indicateur parmi tant d'autres qui sert à reclasser des résultats qui, par ailleurs, ont à peu près les mêmes scores. Et donc, le simple fait de savoir comment l'algorithme est conçu, avec le rôle des différents types de signaux qu'on a dans les algorithmes, ça permet de restituer sa vraie importance au PageRank et sa vraie importance aux autres critères. Donc voilà. Alors quelqu'un me demande, j'ai toujours eu la naïveté de penser que Google utilise la statistique d'utilisation de Chrome pour évaluer le retour sur Google, sur le temps passé sur une page. Est-ce que vous abondez dans ce sens? Non. Non. En fait, le problème, c'est que tout le monde n'utilise pas Chrome. Bon, il y a une majorité de gens aujourd'hui qui utilisent des navigateurs basés sur Chromium, hein, clairement. On ajoute les parts de marché de Chrome et celles de Edge. On arrive à des taux assez impressionnants. Mais le problème, c'est qu'ils ont besoin d'indicateurs universels, ils ont besoin d'indicateurs utiles. Et donc là, typiquement, utiliser les statistiques d'utilisation qu'ils ont sur Chrome, il y a plus simple en fait. Il y a plus simple à réaliser, et c'est ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils ont juste un système de tracking qui est à eux. Ils sont plus intéressés par ce qui se passe sur leur page de résultats que par ce qui se passe sur vos pages à vous, pour améliorer leur page de résultats, pour améliorer leur algorithme de classement. Ok, bien. N'hésitez pas à continuer à vous poser des questions, hein. On sera encore là quelques minutes après la fin de la conférence. Anaïs, si tu peux me remettre la présentation, que je pense à vous parler des différents sujets. Alors, si vous allez voir sur le chat, on vous a mis l'URL d'un petit formulaire de feedback par rapport à cette première conférence Matin népérien en distanciel. Donc, on aime bien l'amélioration continue chez nous. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours sur qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé, qu'est-ce qu'on doit améliorer, de façon à pouvoir derrière chercher à faire une prochaine conférence avec plus d'informations. Alors, on me dit qu'il y a une nouvelle question. Est-ce que je peux revenir sur la longueur du contenu? Oui. Alors, il y a plein de gens qui vous sortent des longueurs optimales de contenu sur les pages web. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour deux raisons. À cause justement de la façon dont les moteurs de recherche analysent vos pages pour connaître les pages les plus pertinentes à montrer. Et ce qui est important, ce n'est pas la longueur du contenu, c'est la densité d'informations que vous avez sur vos pages. C'est-à-dire, est-ce que votre page est la meilleure réponse possible à une question d'internaute? Et là-dessus, la notion de meilleure réponse possible est liée, je dirais, à l'information que vous avez réussi à mettre sur la page. Donc, si vous demandez à une société externe, par exemple, de fabriquer des contenus, et que vous leur dites « il me faut absolument 2000 mots », c'est énorme, parce qu'ils risquent de vous délayer en fait, votre information au milieu de 2000 mots, alors que l'information utile est extrêmement réduite. Donc non, ce n'est pas ça l'intérêt. Donc si vous avez un très court texte qui contient juste l'information utile, vous avez juste autant de chances de sortir sur la page de résultat que si vous aviez un texte qui était entièrement délayé et qui était 4 fois plus long,
5 fois plus long. Donc voilà. En matière d'optimisation, par exemple, pour Google News, qui est un autre algorithme, mais qui évidemment suit à peu près les mêmes principes, eh bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est que Google tient compte de la quantité d'entités nommées qu'on trouve sur les pages. Les entités nommées, c'est les noms de sociétés, les noms de personnes, les dates, tous ces éléments qui montrent en fait que le journaliste qui a écrit l'article met plein d'informations sur le contexte de l'information et plus de détails sur l'information. Où est-ce que ça s'est passé? Quand est-ce que ça s'est passé? Etc. Donc voilà. Donc cette notion de longueur de page absolue recommandée dans l'ensemble des contextes, ça n'a vraiment aucun sens. En réalité, vous savez que la réponse la plus adaptée sur plein de sujets en SEO, c'est « ça dépend ». Ça dépend de c'est quoi votre contexte concurrentiel, ça dépend de c'est quelle activité vous avez vraiment et sur quelle est la spécificité de votre site et est-ce que vous en tenez compte ou pas. Donc voilà, ça dépend de la plateforme technique sur laquelle vous êtes, ça dépend de quelle est votre stratégie. Vraiment, à chaque fois que vous avez des gens qui vous pondent des recommandations SEO qui sont valables pour tous les sites, en toutes circonstances, etc., c'est une cuistrerie. Ça veut dire concrètement qu'on est en train de vous vendre quelque chose qui va vous faire plaisir, qui est simple à comprendre, simple à utiliser, mais qui ne va pas forcément être la meilleure des choses à faire et la façon la plus efficace d'optimiser votre site. Donc, il faut penser aux objectifs que Google a en tête, c'est-à-dire de présenter les pages les plus pertinentes. Et la pertinence d'une réponse n'a rien à voir avec la longueur de la réponse. Ok, alors on va voir qu'est-ce que j'ai pu oublier de vous dire. Tu peux me remettre sur la présentation, là c'est bon, ok. Pardon. Alors les prochaines dates pour les matins népériens, rendez-vous le 14 janvier 2021. Alors, je ne sais pas si on sera confiné ou pas à cette époque-là. Si on est confiné, ça sera à nouveau comme ça en distanciel. Sinon, on essaiera d'essayer de se retrouver dans un lieu sur Paris. On a un webinaire prévu dans pas longtemps. Le mardi 3 décembre 2020, on va parler de performance et des Core Web Vitals et de ce que ça implique. Donc là, si vous voulez avoir une idée de comment est-ce qu'on optimise les performances efficacement dans l'optique de ce changement d'algorithme, n'hésitez pas à nous rejoindre le 3 décembre 2020. Normalement, c'est à 11h, je pense, l'heure qu'on avait fixée pour ce webinaire. Et le 26 janvier 2001, le prochain webinaire, c'est sur comment construire votre roadmap SEO pour 2021. Donc là, on fera un point sur justement les changements en cours sur l'algorithme et qu'est-ce que ça signifie en termes de chantier à mettre en priorité. Donc, je vous rappelle les prochaines formations. Le fait que vous pouvez vous abonner à notre newsletter. Donc là, je pense qu'il y a effectivement... il faut aller sur la page d'accueil du site et vous trouverez le formulaire pour vous inscrire. Hein. Sinon, vous nous envoyez un mail à contact@neper.fr et donc on vous inscrira à notre newsletter. Alors, on recrute, évidemment, on vient de se lancer, hein, donc on est déjà une petite équipe, mais on est en recherche permanente de nouveaux talents pour nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un CV si ce qu'on fait, notre approche, vous intéresse. Voilà. Merci à tous pour votre écoute et pour votre participation. Et on vous donne rendez-vous pour un de nos prochains événements webinaires. On se voit in real life. À bientôt. Bonne journée.